La Liberté, seule femme du tableau, porte une ample jupe beige tenue à la taille par 2 tours d'une ceinture rouge flottante et une chemise blanche déchirée ou rabattue. Dans sa main gauche, un fusil de l'infanterie, modèle 1816, baïonnette au canon. Dans sa main droite, un drapeau tricolore. Né avec la Révolution française, le drapeau qui associait les 2 couleurs de Paris, bleu et rouge, au blanc de l'ancienne monarchie, était devenu dans le monde entier l'emblème de la liberté. Au cours des 3 Glorieuses, il est un enjeu majeur. Le visage de profil, la Liberté regarde derrière elle. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, coiffure de la Perse antique, adoptée à Rome par les esclaves affranchis, devient sous la Révolution française une coiffure officielle. C'est un des attributs de la liberté, puis de la République. Celui de droite brandit en criant des pistolets de cavalerie modèle 1816. Il porte une giberne de l'infanterie de la garde royale et la faluche, le béret de velours noir des étudiants du quartier latin. 3 hommes. Le premier porte un grand béret, le tablier protecteur du manufacturier et une banderole porte-sabre prise à un fantassin. Il lève un sabre des compagnies d'élite d'infanterie, modèle 1816, dit briquet. À sa ceinture, un pistolet passé dans un grand mouchoir de Cholet, ancien signe de ralliement des Chouans. À son béret, la cocarde des partisans de Louis-Philippe. Le second tient un fusil à double canon, donc une arme de chasse. Il est coiffé d'un chapeau haute forme. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un bourgeois. Le pantalon large et la ceinture rouge désignent un artisan, un chef d'atelier ou encore un compagnon. Le troisième homme est blessé. Son sang coule sur le pavé. Il s'appuie sur les mains et relève la tête vers la femme. Sa tenue est celle d'un paysan venu travailler à Paris comme manœuvre du bâtiment. De la salle du Louvre où se trouve la Liberté, le visiteur peut apercevoir la victoire de Samothrace. Le geste et le drapé peint font écho au geste et au drapé de marbre. Même si Delacroix n'a pas pu connaître la statue entrée au musée en 1865, cette ressemblance n'est pas fortuite. En 1820, la Grèce se soulève contre la domination turque. L'Europe romantique s'enflamme pour la cause grecque. Delacroix peint les massacres de Chio. Et tout en s'inspirant des drapés antiques, il accumule un grand nombre de dessins sur le thème grec. Il dessine les femmes souliotes qui se jetèrent dans le vide avec leurs enfants pour échapper aux Turcs. En 1827, il achève la Grèce sur les ruines de Missolonghi. Une femme au sein demi-nu se dresse sur des empilements de pierres. Après les émeutes parisiennes, croquis de visages, de costumes et de gestes appartiennent à la fois à l'insurrection grecque et aux barricades. Les 2 thèmes ont fini par se fondre. Ah, monsieur Delacroix, vous auriez dû débarbouiller votre enfant. Dieu, qu'elle est sale. Des 2 côtés, ce qu'on lui reproche surtout, c'est le réalisme de ses personnages et cette femme nue en pleine rue. En peinture, la nudité obéissait à des normes strictes. Les seins de la Liberté, noircis par la poudre, et la discrète pilosité de son aisselle sont perçus comme des traits de mauvais goût. Le peintre joue d'abord sur les oppositions de clarté. Dans une même zone, il alterne et oppose les successions de clair et d'obscur. La partie supérieure droite, claire, s'oppose à la partie inférieure gauche, sombre.
Et à l'intérieur de chacune de ces parties, des zones sombres ou claires renforcent encore les contrastes. Le clair-obscur donne la saillie par la disposition des ombres et des clairs mis en relation avec le fond. Le peintre joue aussi avec des contrastes brutaux de couleurs. Dans chaque zone, il multiplie et oppose les couleurs, et en particulier les complémentaires. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Voisines, elles forment le plus grand contraste chromatique possible. Mélangées, elles donnent un gris neutre. En jouant sur un petit nombre de couleurs complémentaires et sur de légères variations autour de ces couleurs, le peintre peut donc obtenir une grande variété de teintes. Au sommet de la composition, les plus grandes surfaces de couleurs vives, le rouge et le bleu, situées aux deux extrémités du spectre, sont très opposées mais pas exactement complémentaires. Par contre, pour les renforcer, Delacroix les peint sur des fonds complémentaires. Le rouge-orangé du drapeau se détache sur un ciel teinté de bleu-vert, tandis que le bleu est peint près d'un blanc chaud, teinté d'orange et de rouge. Pendant l'émeute, Alexandre Dumas rencontre Delacroix. Le peintre lui dit son émotion à voir flotter le drapeau sur Notre-Dame. Le thème se répercutera sur toute la toile. Drapeau de la liberté, drapeau sur Notre-Dame, ciel bleu, blanc, rouge, fanion, cocarde, ou encore rencontres aléatoires des trois couleurs. La gamme bleu-blanc-rouge ne date pas du drapeau tricolore. Elle était déjà celle de peintres français du XVIIe siècle comme La Hire et du XVIIIe siècle comme Fragonard ou Regnault. Le thème du drapeau dressé au-dessus des combats deviendra l'un des poncifs de la peinture patriotique. Le rouge clair et le bleu sombre, séparés par une plage de blanc, créent une violente perturbation chromatique difficile à accorder au reste du tableau. C'est un défi esthétique que relèveront les peintres impressionnistes. Dans le tiers inférieur du tableau, le monde des morts, sinueux, sombre, proche de la terre. Les cadavres eux-mêmes font barricade. Au-dessus, les vivants, tourbillonnants, clairs, dressés sur le ciel. Ils sont prêts à franchir l'espace des morts. Le blessé se situe à la frontière entre les deux mondes.